Alors Marc, qu'est-ce que tu veux me montrer exactement là? Alors c'est une sapinière de première génération puisque c'est toutes des forêts qui avant étaient en feuillus et sont en résineux depuis 140, 150 ans. On arrive donc au bout de la vie de ce peuplement-là. On a des gros sapins. Donc les gros sapins, ben, on en a devant nous, hein. Donc sapin pectiné bien sûr, avec des cimes tabulaires. On voit toujours un sapin avec une cime pointue Ouais, et quand ils prennent de l'âge, les épicéas restent pointus, mais les sapins, on dit, ils font la table. d'accord. Donc ils ont le dessus de l'arbre qui devient arrondi. Voilà. Ça, c'est un signe de vieillesse, c'est C'est un ça? signe de grande vieillesse D'accord. pour le sapin. Donc c'est des peuplements où on avait des volumes à l'hectare très forts. On avait 600, 700. On a eu jusqu'à, à très peu de distance d'ici, on avait jusqu'à 1000 mètres cubes à l'hectare. On a des vieilles forêts. Et ces vieilles forêts, on veut les remplacer par des jeunes. On fait Ouais, comment? Très compliqué, ou plutôt les anciens, pour eux, ils avaient résolu leurs problèmes à leur façon, ils en avaient carrément fait une méthode, ils rasaient la forêt ouais, et ils la replantaient en épicéa. d'accord. Alors, on s'en est accommodé entre 70 et 90 de cette façon de faire, mais on voit bien que ça a des limites, et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on n'en parle même pas. Parce que dans beaucoup d'endroits, sur ces communes, il y en avait vraiment que pour le sapin. D'accord. Donc ils ont carrément ramassé, ils avaient ramassé tous les hêtres, tous les érables qu'il y avait dessous. Il n'y avait plus que du sapin, D'accord. et sous le sapin, il y avait des ronces. Le sapin avait du mal à se renouveler sous lui-même. D'accord. Déjà, il y avait que des ronces, il y avait trop de volume à l'hectare, donc trop d'ombrage, D'accord. et dès qu'on essayait de desserrer ces sapins pour créer un petit peu de lumière au sol, déjà, il y avait une explosion de la ronce faisait 1,50 m de haut, D'accord. et les sapins ne pouvaient pas venir, les petits sapins ne pouvaient pas venir, et d'autre part, ces peuplements qui avaient eu l'habitude de vivre serrés, en se retrouvant clairsemés, 30% du volume de ces parcelles tombait par terre avec le Échappé, vent, c'est... les premiers tombaient, D'accord. et les autres se trouvant isolés alors qu'ils avaient passé 120 ans en D'accord. mélange avec les autres, le fait de se retrouver isolés, il y en avait une partie qui séchait. Et D'accord. plus il y en a qui séchaient, plus ça générait de l'espace, du stress, et tout le peuplement serait parti comme ça si on avait attendu. Sur cette forêt, on avait moins de volume à l'hectare. Donc les arbres avaient une forme, avaient beaucoup plus de verre. On voit bien le gros qui est devant nous, là, Ouais, celui qui est au loin. ouais, On voit il a plus de la moitié de la hauteur de l'arbre qui est avec des branches vertes. Donc d'accord. on voit bien que c'est des arbres qui n'étaient pas dans des peuplements avec des volumes énormes à l'hectare. Il y avait ça, et on avait un sous-étage de hêtres qui était intéressant, enfin qui était significatif. Des petits arbres comme ça, voire même des fois plus petits. Les essences forestières, ou peut-être même les autres, profitent beaucoup de l'alternance. Sous D'accord. le fayard, le sapin pousse bien, sous le sapin, le fayard pousse bien. D'accord. Donc, en partant de ce constat-là et en ayant les deux essences présentes, on a essayé d'inverser la dominance du peuplement. C'est-à-dire qu'on avait une dominance de sapin par rapport au fayard, Ouais, et on voulait passer à une dominance de fayard par rapport au sapin. d'accord. Donc, en enlevant les sapins progressivement, on permettait au fayard de se développer, de se développer, de prendre de l'importance, et Adopter. le sapin est venu s'installer dessous. Alors le but, c'était pas que le fayard grossisse, D'accord. parce que on est un petit peu haut, les fayards ici, ça fait du bon bois de chauffage, mais ça ne fait pas du bois d'œuvre de Parce que qualité. le but final, c'est de faire du bois d'œuvre. Du bois d'œuvre de résineux, D'accord. de résineux. Donc ces petits sapins, ces petits fayards, ils ont vraiment un rôle culturel. On les garde, on va les utiliser derrière en bois de chauffage, mais ils sont surtout là pour améliorer l'humus, c'est une évidence. C'est le sol, hein, c'est ça? Voilà, la qualité du sol superficiel. D'accord. Voilà. Et de permettre l'ensemencement du sapin dessous. D'accord. Et quand le sapin est bien installé, on va progressivement enlever ces petits hêtres, sans attendre qu'ils deviennent gros, parce que si on attend qu'ils grossissent trop, on risque de casser les sapins en abattant les hêtres. Donc il faut enlever les hêtres quand ils sont petits, et dessous, on récupère
notre nouvelle génération de sapins. Ce qu'on a devant nous, c'est un peu ce que tu disais, là, on a quelques très gros sapins, il n'y a rien dessous, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ces fameux semis de sapins que toi, tu aimerais avoir. Voilà. Là, on s'est déplacé, là, puis tu voulais donc me montrer un peu ce que ça donne quand tu as employé ta technique, là, de laisser les foillards, les feuillus s'installer, et puis que les sapins viennent se mettre dessous, c'est ça un peu. Et j'ai profité du contexte ambiant pour essayer de faire autrement et d'obtenir une forêt naturelle. C'est ça la différence entre une régé naturelle et une plantation. En dehors du fait qu'en plantant, on maltraite les racines et elles ne sont pas toujours bien mises, et les sapins et les arbres en général portent les stigmates de cette plantation qui est traumatisante toute leur vie. Il y a autre chose, c'est que quand on a 10 ou 30 sapins au mètre carré qui poussent, celui qui aura trouvé la vraiment bonne place va prendre le dessus sur les autres. Parce qu'on peut penser qu'ils sont le plus grand, c'est pas forcément celui qui est né le premier. C'est celui qui a trouvé le bon emplacement. Leur position dominante, ils l'ont sans doute acquérie à cause d'un enracinement correct. Et maintenant, comme ils sont au-dessus, ils vont développer un système de branches plus importante que les autres et ils vont accroître la différence. On peut penser que dans la mesure où il y en a deux qui prennent le dessus, on va enlever les autres pour que ces deux-là aient plus de place et plus d'espace. Mais les autres, ils protègent le sol de l'évaporation l'été. S'il fait très chaud, ce groupe, c'est un collectif qui va se souder entre eux pour permettre aux dominants de continuer de progresser et aux autres de progresser aussi. Les sapins ont une capacité à traverser, si c'était des noisetiers, les sapins auraient la capacité de traverser et de passer au-dessus. Le hêtre est quand même beaucoup plus vigoureux et il est capable de monter évidemment beaucoup plus haut. Donc il y aurait quand même un risque de se retrouver avec une hêtraie et des sapins en sous-étage. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut des sapins au-dessus et des hêtres en sous-étage. Donc quand les hêtres sont en dessous, on les laisse suivre. Quand les hêtres sont en dessus, on les limite. Donc ou plutôt, on va les exploiter pour permettre aux sapins de passer. La sylviculture, ce n'est pas un moment T où on fait tout. C'est quelque chose qui est progressif. On a encore des gros sapins sur pied. Bon, ceux-là, ils ont vécu finalement 30 ans de plus. Donc ils ont derrière. Voilà. Donc ceux-là, ils vont finir par partir. Ils vont finir par partir rapidement. C'est-à-dire, ils vont être commercialisés. Ils vont être commercialisés, bien sûr. Et puis, on a toutes ces zones qui sont déjà renouvelées, mais en premier plan, on a quand même encore devant nous une immense tache de ronces. D'accord. Mais celle-ci, avec la montée de tout ce qu'il y a autour, cette zone-là sera colonisée. On n'est pas dans de la plantation de Douglas ou d'épicéas où tous les mètres carrés sont occupés tout le temps. Ici, je pense qu'on est quand même on va développer, on va protéger la biodiversité parce que dans ces ronces, il y a mille choses qui se développent. Les choses vont évoluer. Ils se rempliront un jour, mais quand ils se rempliront, il y aura peut-être un trou ailleurs. C'est quelque part, on pourrait presque voir ça comme quelque chose de proche de la futaie jardinée ou irrégulière ou jardinée. Mais en fait, on est quand même dans de la futaie régulière, puisque quand les gros seront partis, les jeunes dessous sont quand même encore tous très jeunes. En régulière, ils sont tous un peu dans la même classe d'âge, à 20-30 ans près. Et dans l'irrégulier, la forêt a toujours le même aspect, parce qu'on a quelques gros, on a beaucoup de moyens, on a une multitude de petits, puis la roue tourne, les gros s'en vont, les moyens deviennent gros, les petits deviennent moyens, etc. On est vraiment dans du irrégulier, du jardinage, où la forêt semble ne jamais changer. Ici, on n'en est pas là, parce que quand les gros seront partis, on sera quand même dans une forêt très jeune. D'accord, donc là c'est un entre-deux, ça serait quoi alors là Non, c'est pas un entre-deux, c'est quand même toujours, c'est bien de la régulière,
mais c'est de la régulière qui ne se fait pas au forceps d'une façon... Voilà, c'est plus long. Voilà. On est quand même dans des sapins. Les sapins, il faut leur laisser le temps de s'installer. L'épicéa est beaucoup plus rapide. Si on avait fait la même chose avec des épicéas, si on avait un peuplement d'épicéa, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite. Le sapin, il lui faut 10-15, quand il s'installe, il lui faut 10-15 ans avant de vraiment vouloir pousser. C'est pour ça que c'est important de faire de la régénération naturelle, parce que si on plante des sapins, c'est très compliqué de planter des sapins, parce que comme ils sont très longs à démarrer, il faut les dégager de très nombreuses années. Ça coûte de l'argent? Voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que là, c'est un peuplement qui a... On n'a peut-être jamais dégagé. On a fait peut-être 2 fois des nettoiements, donc on a enlevé ces fameux faillards qui étaient au-dessus, et puis sinon on a récupéré du bois de chauffage. Parce que ça appartient à qui là? Ça, c'est la forêt communale de Vercelles. D'accord, donc c'est la commune qui investit, qui récupère l'argent de la forêt, tout à fait, tout à fait. Vercelles, qui est une commune de 500 hectares, hein, c'est important, qui sont, je crois, qui sont très forestiers. Ils m'ont toujours suivi dans mes idées de sylviculture, qui sont très contents quand ils ramassent des sous, mais qui comprennent que la forêt, ce n'est pas que des sous à ramasser, c'est quand même un milieu naturel à protéger. Avec 500 hectares tout autour du village, pour eux, c'est quelque chose d'important. Et là, tu voulais me montrer, on va dire, la raison aussi pourquoi tu as le souci là, qu'il y ait des jeunes arbres aussi, quoi. Donc là, j'en filme un, là, qui est pour toi en sale état, là, le gros sapin qui est derrière toi, là, il est... Le sapin, qui est un arbre qui vit quand même, qui vit très vieux, le sapin pectiné, il y a un moment donné, comme tous les êtres vivants, il arrive au bout, hein, il est sénescent et puis après il meurt. On voit bien que les branches en bas sont bien vertes, mais la sève n'arrive plus à monter jusqu'en haut. On a un terme forestier, on dit qu'il fait une descente de cime. Le gui est sur le sommet des arbres, et ça c'est une preuve de mauvaise santé. Dès qu'on commence à avoir une sapinière qui commence à prendre de l'âge, il faut quand même anticiper. Surtout quand il faut 40 ans pour la renouveler. Ça, c'est un secteur où il y avait donc apparemment plus gros sapins. On avait du perchis de faillard, donc des petits faillards, gros comme des perches. Et on les a maintenus en place. Et dessous, le sapin a commencé à s'installer. Si on avait enlevé les gros sapins n'étant pas là, les petits faillards n'étant pas là, on aurait de la ronce, et sous cette ronce, le sapin ne se serait pas installé. Et là, le fait qu'on ait cet ombrage important de faillards, donc il y a des hêtres, mais il y a aussi des érables. Le gros devant nous, c'est un érable. Donc ceux-là ont permis au sapin de s'installer, et ce coup-ci, il va falloir ôter ce bois de chauffage, puisque c'est le cas, pas d'un coup, progressivement, pour permettre au sapin de passer. Parce que là, c'est très net. Le sapin qu'on a devant nous, il est trop à l'ombre, il ne pousse pas. On voit très bien là-haut qu'il devrait avoir une pousse de 30 cm et elle fait 5 cm. Il y a un manque de lumière. Si on veut favoriser les sapins, il faut leur donner de la lumière. C'est tous des éléments indicateurs qui permettent de savoir si on intervient ou si on attend. Parce qu'il faut quand même intervenir, mais il ne faut jamais faire les choses avec la précipitation. Le forestier, c'est avant tout un observateur. On est là, les gens quand ils nous croisent dans la forêt, ils me disent « vous vous promenez, vous écoutez les petits oiseaux ». C'est agréable, au moins les petits oiseaux, ils remplacent la sono, la radio. Mais en fait, il faut regarder. Il faut regarder. Ce qui se passe. Voilà. Il faut peut-être écouter, peut-être que dans quelques décennies, les arbres pourront peut-être nous parler, mais aujourd'hui on n'en est pas là. Donc pour l'instant on regarde. Un bel érable comme celui-ci, qui est élagué sur 6 mètres, 8 mètres, c'est pas exclu qu'on ne le garde pas. Il fera du bois d'œuvre aussi, il n'y a pas que le sapin, mais il n'en faut pas évidemment, on ne va pas faire une coupe d'érable. Mais si on a quelques très beaux sujets, il n'y a aucune raison qu'on ne les garde pas. Il ne faut pas rester braqué sur une essence. Mais cette zone-là était vraiment intéressante parce qu'on jouxte la forêt des Penauds à côté.
qui avaient le même problème, mais avec dans un autre cadre, parce qu'eux, ils n'avaient plus de feuillus dessous. Et eux, ils n'ont pas pu y arriver. Il a fallu qu'ils replantent. Alors qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que grâce à un contexte spécial, parce que avant c'était plutôt une forêt feuillue, donc il y avait moins d'argent. Donc dans les forêts où il y avait beaucoup d'argent, dans ces forêts où il n'y avait que du sapin et beaucoup de gros sapins, c'était carrément les communes qui envoyaient des bûcherons couper les arbres pour faire le bois de chauffage pour les habitants. Donc ils ont récupéré tout le bois de chauffage. Ici on n'était pas dans ce cadre-là. Donc le bois de chauffage, le sous-étage de hêtre est resté. Et ce qui était un pas de chance pour les habitants il y a 50 ans est devenu une chance pour les habitants aujourd'hui. Parce que maintenant, en plus, ce bois de chauffage, ils le récupèrent. C'est ça qui est difficile dans la sylviculture, c'est que quand on tente une expérience, ici je conteste, c'est pas une expérience. On a surfé sur ce que l'on avait, c'est tout. Voilà. Mais avant de dire ça marche, il faut qu'il y ait 40 ans qui passent. Et ça marche aujourd'hui, mais est-ce que dans les 30 ans qui viennent, ça marchera encore avec les modifications climatiques? C'est pas sûr, parce que les gros sapins, est-ce qu'ils vont résister dans la décennie qui vient, comme ils ont résisté dans les 2 décennies qu'on vient de passer? Ça, c'est pas sûr. Bon, ben Marc, tu m'as montré pas mal de choses là. J'aimerais savoir un peu quelle est ton activité. Eh ben, mon activité aujourd'hui, c'est retraité. C'est une très belle activité. Travailler où exactement? Dans quelle entreprise alors? Je travaillais à l'Office national des forêts. J'ai travaillé 10 ans dans les Alpes et ça fait 30 ans, j'ai refait 28 ans ici. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le métier de forestier alors? Il était clair que je ferais un métier d'extérieur, il était clair que je ferais un métier de nature. J'ai raté, parce que trop jeune, les entrées dans le parc national des Écrins. Et du coup, j'ai eu l'opportunité des écoles forestières. Donc, j'ai passé un diplôme de sylviculture. Et puis après, je suis rentré à l'office. Et finalement, j'y étais très bien, puisque c'est quand même un très très beau métier. Je suis originaire de l'Isère. Donc c'était logique que j'aille d'abord vers la montagne avant de venir vers la forêt. Je préfère toujours, j'aime la montagne, mais la forêt m'a beaucoup donné et j'espère lui en avoir rendu un petit peu. Disons que la sylviculture est une activité passionnante. Dans les Alpes, on ne fait pas vraiment de la sylviculture, quoi. Ouais, on subit le milieu beaucoup plus qu'ici. Ici, là, je t'ai fait une démonstration comme quoi on ne mettait pas le milieu, on ne mettait pas la forêt à genoux, on surfait avec sa capacité à vivre et à survivre, mais on peut quand même intervenir, ce qui est beaucoup moins le cas en montagne. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui en forêt? J'avais été il y a quelques années à la chasse, puis j'étais passé à autre chose parce que au fond de moi, je ne suis pas vraiment un chasseur. Et je suis retourné à la chasse à la bécasse bien sûr, pour être toujours dans ce milieu. Voilà. Alors chasse à la bécasse, un peu les champignons, enfin, un peu la randonnée, mais la randonnée c'est pas la même chose, puisque marcher en forêt, c'est pas vivre dans la forêt. Tu la traverses. Quand tu chasses la bécasse, il faut faire corps avec, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, mais je ne suis pas un chasseur, je suis un promeneur de chiens. Et puis avec mes jeunes collègues, que je suis toujours content de rencontrer. Comment tu vois la forêt donc, que tu connais bien, puisqu'il est resté plusieurs décennies ici? Comment tu la vois évoluer dans les 10, 20, 30 ans à venir? Je me rends bien compte que les bouleversements sont très importants. Mais moi j'ai confiance parce que je pense que la forêt, elle survivra toujours. Elle passera le cap, elle va se réadapter. Elle ressemblera sans doute plus à ce qu'elle ressemblait avant. Elle va peut-être se réduire un petit peu, elle va peut-être changer d'aspect, elle va sûrement être plus jeune, elle va sans doute être plus claire. Il va falloir faire preuve d'humilité, je crois que le forestier l'a compris depuis longtemps, et puis d'inventivité. Et puis,
comme je te l'ai montré tout à l'heure, de l'observation, beaucoup d'observation pour sentir comment la nature trouve ses solutions. Et qu'on n'aille pas contrarier les solutions que la nature peut éventuellement trouver. Le souci pour beaucoup de gens, c'est l'approvisionnement en bois, quoi. Donc toi, tu vois ça comment dans les années à venir? Il y aura toujours du bois pour des arbres pour faire des meubles, faire des maisons. Ben, va falloir qu'on trouve autre chose, parce que c'est vrai que les arbres, on mettait beaucoup de choses sur l'épicéa. Enfin, on avait beaucoup d'espoir sur cette essence. Cette essence sonnaire de répartition recule, c'est évident. Donc il va falloir peut-être faire avec autre chose. Il y a longtemps qu'on essaie de faire de la charpente avec du hêtre. Visiblement, c'est quand même un bois compliqué, c'est un bois qui n'est pas aussi durable qu'un autre, voire même carrément périssable. Mais il va falloir qu'on trouve des solutions, parce que le bois, c'est un matériau qui est irremplaçable. Donc il va falloir qu'on l'utilise. De toute façon, la forêt continuera de produire du bois. Mais à nous maintenant de trouver comment ne pas couper nos arbres et les envoyer en Chine. Trouver la solution pour les valoriser sur place et les valoriser au maximum. Parce que il y a 30 ans, j'ai vu des arbres qu'on abattait et qu'on laissait pourrir en forêt. À l'époque où le hêtre valait soi-disant rien, on laissait des arbres en forêt. Aujourd'hui, si on laisse des arbres en forêt, c'est une bonne chose pour la biodiversité, c'est une bonne chose pour les puits de carbone, mais laisser un arbre en forêt parce qu'on ne sait pas quoi en faire, je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte de crise sanitaire, non. Si on le laisse en forêt, il faut savoir pourquoi on le laisse. Mais sinon, il faut valoriser le produit, il faut valoriser ce que la nature nous donne au maximum. C'est quand même une superbe forêt que tu m'as montré, donc il y a quand même espoir qu'il y ait encore des arbres ici, quoi. Bah, tu me fais plaisir quand tu me dis ça. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.